Salut Théo. Salut Marc. Écoute, je suis super content de te recevoir sur cette chaîne YouTube. C'est vrai que je crois que la magie des réseaux nous a mis un petit peu en contact. Et puis finalement, on s'est rencontrés et puis on fait un bout de chemin ensemble, en tout cas en ce moment. Peut-être qu'il peut être intéressant, tu peux nous raconter un petit peu, toi, tu as une belle chaîne YouTube aujourd'hui où tu partages pas mal de conseils à destination aussi des vidéastes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, comment tu es tombé dans la vidéo aussi du coup? Ouais, exactement. Donc, je vais revenir en 1993 quand j'étais encore à l'état de spermatozoïde. Non, je plaisante. Je vais pas remonter si haut. Donc, ouais. Donc, pour me présenter rapidement, avant d'avoir une chaîne, du coup, moi, j'ai commencé d'ailleurs en Savoie, pas loin de chez toi. En fait, moi, j'ai fait un BTS audiovisuel. Je voulais travailler dans le cinéma. En fait, ça me donnait vraiment envie, tout ce monde un peu grandiose. Et du coup, j'ai commencé finalement en tant que monteur vidéo au début parce que après mon BTS, il fallait bien que je trouve du travail en choisissant une spécialité. Parce que tu sais, au début, il y en a plein qui veulent être réalisateurs. Enfin, en gros, ils veulent faire du montage, du cadrage, du son, du machin. C'était un peu mon cas au début. Puis je me suis dit finalement, non, faut que je me spécialise. Donc j'ai commencé à travailler en tant que monteur vidéo dans une boîte de prod qui s'appelle Pixpocket à Annecy. Ah oui. Et du coup, tu connais? Ouais, ouais, je connais bien, ouais. Excellent, Bah oui, c'est pas loin de chez toi. c'est ça. Donc, j'ai bossé pendant 6 mois chez eux et après, j'ai eu une opportunité de venir travailler à France 2 à Paris, au journal de 20 heures en tant que monteur. Donc forcément, une opportunité comme ça, c'est dur de la refuser. Donc j'ai accepté finalement de venir. Donc ça, c'était en début 2017. Et ça a été, déjà la boîte de prod, ça a été pour moi une rampe de lancement parce que je travaillais vraiment avec des pointures pendant 6 mois qui m'ont formé et tout comme un ouf. Et quand je suis arrivé à France 2, bah du coup, tous les soirs et même tous les midis en fait à 13 heures, je devais livrer un montage pour que ça passe au journal. Et donc là, ça a été vraiment mon centre de formation. Pendant 3 4 ans, j'ai travaillé là-bas. Et du coup, ça m'a un petit peu formé à l'exigence finalement du métier, de devoir travailler vite, travailler bien, et surtout du coup sur le montage, hein, parce que là-bas j'étais pas du tout cadreur, jusqu'au jour où j'en ai eu marre finalement d'être juste un salarié, de répondre à des exigences de rédacteur en chef, surtout pour un format, en gros le journal de 20 heures, la moyenne d'âge je crois c'est 65 ans, si je dis pas de bêtises, Ouais, ok. 60 peut-être. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu travailles dans cet environnement-là, au début, c'est stimulant, mais à la longue, ça devient assez fatigant, assez frustrant. Alors, certes, ma grand-mère me disait: «Ah, j'ai vu ton nom au générique, c'est trop cool», mais, mais au-delà de ça, finalement, c'était pas hyper gratifiant. Donc, un jour, je me suis dit: «Ah, tiens, et si je me lançais en tant que vidéaste freelance?» Donc, j'ai décidé finalement de développer mon activité en parallèle de France 2. Ça, c'était en 2018. Et du coup, la même année, vu que j'avais appris, enfin, je m'étais formé techniquement essentiellement grâce à des tutos, un petit peu en BTS, mais finalement beaucoup grâce aux tutos. Bah, je me suis dit, tiens, et si je créais une chaîne YouTube pour transmettre finalement mes connaissances. J'ai toujours eu ce côté pédagogique, tu vois, de rendre des notions complexes, simples, accessibles aux débutants. Je donnais des cours particuliers chez Academia quand j'étais au lycée, enfin quand j'avais 18 ans. Donc j'ai toujours aimé ce côté transmission, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, en 2018, bah, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube en parallèle de ma boîte, bah, parce que forcément, ça donne envie de créer une chaîne comme ça, il y a vraiment une excitation. Puis derrière, en fait, j'ai eu des super retours sur mes tutos, et bah, forcément, ça m'a donné envie de continuer, quoi. Trop bien. Bravo pour le parcours, en tout cas, c'est hyper intéressant. Du coup, ouais, t'es passé un petit peu du monde du salariat au monde du freelance. Et finalement, de ce que je comprends, t'as petit à petit, en fait, finalement, documenté ce que tu étais en train de faire sur ton activité plutôt en tant qu'indépendant pour retransmettre des compétences sur la partie technique à des personnes, finalement, qui avaient besoin un petit peu de monter en compétences sur la technique, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est comme si finalement, moi, j'étais sur la route, sur le chemin, un petit peu en avance, en éclaireur. Et derrière, après, j'expliquais aux gens, une fois que j'avais un peu débroussaillé le chemin, voici le chemin, en gros, voici comment y arriver. Moi, j'ai toujours eu un petit peu on peut parler un petit peu de prétention, même d'ego, tu vois, de me dire, OK, je vais prendre un sujet et je vais faire le tuto qui va devenir la référence sur YouTube, tu vois. Donc j'avais vraiment cette volonté de me dire, OK, là, il y a un débutant qui arrive sur ma vidéo, il ne connaît rien du tout, je rends le truc ultra accessible. Parce qu'en fait, je trouvais que, et je trouve toujours,
qu'on voit pas mal de tutos de personnes qui parlent dans leur jargon, tu vois. Et tu arrives et tu dis, putain, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Alors peut-être que la personne se sent compétente à parler comme ça, mais quand tu es le spectateur, finalement, bah, tu te sens, ouais, tu te sens mal, quoi. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment que les gens qui suivent mes vidéos et maintenant mes formations, bah, se sentent vraiment bien, quoi, à l'aise et qui comprennent tout ce que j'explique. Donc c'est sûr que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui 2025, bah, en fait, vu que moi j'ai continué de monter en compétences et de développer mon activité de vidéaste freelance, bah, en fait, forcément, j'ai continué de transmettre de plus en plus de choses, que ce soit sur l'aspect technique dans un premier temps, et après, j'ai commencé à parler d'un sujet fondamental pour moi, qui est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire le storytelling. OK, OK. Génial, effectivement et c'est hyper intéressant parce que, pour le coup, en termes d'apprentissage pour toi, le fait de devoir finalement, processiser un petit peu tes pensées, tes apprentissages pour finalement les retransmettre à d'autres personnes, bah, toi, d'une certaine manière, ça te pousse à être, toujours meilleur, on va dire et puis à structurer un peu tes pensées et tes apprentissages. Du coup, de ce que je comprends, donc tu formes pas mal, de vidéastes, notamment sur le côté écriture, sur la technique aussi. Hem, donc il y a des personnes qui se lancent, qui ont pas forcément les bases. Toi, ce serait quoi un petit peu le prérequis essentiel, on va dire, absolument qu'il faut avoir pour commencer à signer ses premiers contrats, dans le monde de la vidéo, du coup? Ouais, alors du coup, bah, déjà, si j'avais un premier conseil à donner, ça serait d'arrêter de claquer des billets dans du matos, tu vois, parce que en fait, c'est un peu le réflexe qu'on a. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment un peu pour tirer à balles réelles sur le YouTube Game, parce que je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de matériel, dernière caméra qui sort, dernier objectif, cette nouvelle version est impressionnante, et puis 3 mois après, cette nouvelle version, tu vois, déchire tout. Et en fait, le problème, c'est que les débutants, bah, en fait, ils y connaissent rien, donc ils arrivent dans ce domaine-là, et en fait, vu qu'on leur parle tout le temps de matériel, bah, eux, ils se disent, ah ouais, donc c'est grâce à ça, en fait, que je vais vraiment passer un level, atteindre un level de ouf, et que ça va me permettre derrière de générer des contrats. Donc moi, ma vision, c'est vraiment de dire, en fait, prends un matériel minimaliste, limite commence avec un truc d'occasion, pas cher et tout, et en fait, ce qui va vraiment changer le game, c'est ta compétence déjà, donc technique, savoir t'en servir, savoir cadrer, exposer, faire ta balance des blancs, ta mise au point, etc. Et surtout savoir raconter une histoire captivante avec. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'appuie beaucoup avec mes élèves parce que ils m'envoient des vidéos où c'est une succession de beaux plans avec une musique. Et en fait, ça, malheureusement, des fois, ça peut être un peu dur à entendre parce que justement, en tant que vidéaste, on a un ego où on se dit, ah, je suis trop fier de ce que j'ai fait. Mais tu montres ça à quelqu'un, il va s'ennuyer en fait au bout de 10 secondes. Donc je pense que l'objectif d'un vidéaste, c'est quand même que sa vidéo bah, captive l'attention du spectateur, quoi. Ouais, je te rejoins et dans ce que tu dis là, finalement, c'est ça, c'est que si tu as un objectif à retenir, c'est que tu captes l'attention, que tu transmettes des émotions, que tu arrives à faire en sorte que la personne ressente quelque chose une fois qu'elle a vu le contenu. Et finalement, aujourd'hui, enfin, je pense qu'on est totalement raccord sur cette vision, c'est que, alors ça va en faire grincer des dents certains, mais que ce soit avec un super beau téléphone aujourd'hui qui filme ultra bien, un boîtier, une RAID, peu importe. En fait, finalement, s'il n'y a pas ce côté écriture, storytelling et même stratégie derrière, bah, malheureusement, on va pas réussir à atteindre cet objectif et c'est pas la qualité du matériel qui va répondre à tout ça. Donc ouais, ouais, je comprends totalement. Et du coup, bah, toi qui as l'habitude justement de former des personnes qui justement veulent aller sur ce terrain-là, c'est quoi les erreurs fréquentes que tu vas remarquer qu'elles vont faire la plupart du temps là-dessus? Tiens, avant de te parler de mes élèves, je te raconte une petite anecdote, Ouais, parce qu'on a fait une interview du coup sur ma chaîne et tu as raconté ton anecdote, donc à moi de le faire maintenant. allez. Donc en gros, c'était au salon de la photo. En fait, j'ai travaillé sur le stand de Lumix au salon de la photo pendant 2 ans, parce que j'aime beaucoup cette marque et il m'avait proposé ça. Et un jour, il y a un gars, il arrive sur le stand de Lumix et il avait, je sais plus quoi, il avait, je crois, un GH6 avec un rig, avec un moniteur, des filtres, le micro, le machin. Le gars, t'as l'impression que c'était Steven Spielberg, tu sais, quand il arrive. Et le gars, il arrive vers moi et tout, et il me dit ouais, salut Théo, tu sais comment on règle la fréquence d'image sur ce modèle? Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est surréaliste, quoi. Le gars, il a dépensé des milliers d'euros sur son matos, et en fait, il sait pas régler un truc de base. Enfin, c'est le premier truc que tu apprends, tu vois, à régler.
Et je me suis dit, mais putain, c'est vraiment la conséquence donc de cette notion de, OK, les gens se tournent vers la mauvaise chose qui est le matériel. Donc ça, c'est vraiment la première erreur. Et si je devais en donner une autre, bah, ça serait vraiment de ne pas considérer cette dimension storytelling. Il y a des vidéastes, par exemple, qui vont se dire, ouais, moi, c'est pas mon rôle en fait de faire ça. Moi, mon rôle, c'est de faire des belles images, un rendu cinéma, faire de l'étalonnage. Et en fait, le storytelling, bah, c'est pas à moi de faire ça. C'est mon client, par exemple, qui va me demander de le faire. Parce que tu sais, moi, là, le sujet, c'est aussi les vidéastes freelance. Et donc, je considère que le storytelling, c'est fondamental si tu veux faire des vidéos juste pour toi, parce que tu vas captiver les gens, tu vas faire des vues sur les réseaux. Mais même pour aller chercher des clients, bah, faut être capable de faire une vidéo qui a de l'impact. Que ce soit pour aller chercher, générer des nouveaux clients, que ce soit pour avoir des followers, avoir des inscrits à un événement, tu vois. Mais ton client, il va pas te demander de faire une vidéo juste pour faire beau. Lui, derrière, il voudra que ça génère quelque chose. Donc en fait, la compétence de storytelling, elle est centrale, que ce soit pour du perso ou pour du pro. Donc moi, ça serait vraiment ça mon conseil, quoi. Ouais, bah de toute façon, je crois qu'on s'entend bien un petit peu sur ces sujets-là, hein. C'est-à-dire que moi, tu as repris un peu des choses que je dis aussi beaucoup qui sont finalement, on fait pas de la vidéo juste pour faire joli. Et mine de rien, une vidéo, elle doit toujours être implémentée dans une stratégie plus globale. Et que si demain, tu prends pas la responsabilité de l'impact que peut avoir ton contenu, bah malheureusement, en fait, tu vas générer de la frustration chez ton client qui fera que, d'ailleurs, il te le dira que très rarement, il te le dira pas forcément frontalement, mais il te rappellera peut-être pas dans le futur parce que tu n'auras pas réussi à atteindre l'objectif voulu au départ. Donc, donc ouais, ouais, on se rejoint beaucoup sur ce sujet-là. D'ailleurs, bah, tu fais partie aussi de l'accélérateur. C'est des thématiques qu'on aborde beaucoup, justement, sur le côté, on va créer du contenu, mais il faut qu'il serve et qu'il réponde à un objectif. Toi, qu'est-ce que ça a changé, justement, dans ta vision un petit peu de tout ça, ton appréhension un petit peu de la vidéo? Bah, en fait, si tu veux, moi, le fait d'être dans l'accélérateur, ça m'a vraiment apporté, ça m'a élargi mon spectre déjà, première chose, de reprendre le contrôle sur les opportunités que je vais avoir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bah, du coup, j'avais déjà pas mal de clients, j'ai fait des contrats à plus de 20 000 euros, tu vois, donc j'en suis pas à un stade où je me dis, j'arrive pas à facturer. C'est pas ça le sujet. C'est vraiment que bah, je reprends le contrôle sur ma prospection pour pouvoir finalement générer des rentrées d'argent, du chiffre d'affaires d'une manière plus régulière. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, bah, voir beaucoup plus loin que juste la vidéo. C'est-à-dire que ce que tu nous apprends de finalement devenir un partenaire de croissance pour à la fois faire de la vidéo, mais aussi faire de la publicité, de gérer les réseaux sociaux, et donc d'apporter un vrai résultat aux clients, ça c'est quelque chose que je n'avais pas encore développé parce que bah, en fait c'est quand même une autre compétence, tu vois, de base. Donc pour moi c'est quelque chose qui vient bah, justement rajouter un étage à la fusée. Et en fait, pour moi, c'est un régal, tu vois, d'imaginer, OK, je vais bosser pour un client, je vais lui mettre en place une stratégie marketing. Pour ça, du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Et vu que j'ai développé mes compétences techniques et storytelling, bah, c'est un régal pour moi parce qu'en gros, j'ai tout un panel de matériel possible. Euh, Techniquement, je vais faire ça. En termes d'histoire, je vais raconter ça. Et du coup, finalement, ça devient un truc global qui prend tout son sens, tu vois. Mais j'aurais pas pu développer ta méthode si aujourd'hui, j'étais pas confiant avec mon boîtier, si je savais pas vraiment comment mener une interview ou comment raconter un truc, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment la dernière étape, quoi. Bah, je te rejoins là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'accélérateur. C'est que finalement, aujourd'hui, tu as une activité qui tourne. Tu as effectivement aussi le côté communautaire. Mais du coup, le fait justement de monter en compétence sur ce côté stratège, sur ce côté finalement amener des résultats à une entreprise, bah, je pense que c'est là aussi où on s'entend bien. C'est que il y a un côté beaucoup plus gratifiant, d'ailleurs, aux yeux des prospects, des clients, parce que du coup, tu n'es pas simplement considéré comme un artisan de la vidéo, mais plutôt comme quelqu'un qui est le stratège. Moi, j'aime bien dire qui est un petit peu le faiseur de pluie, c'est-à-dire que tu sais faire la pluie et le beau temps parce que tu sais finalement permettre à une entreprise de faire de la croissance. Et comme tu l'as très bien dit, c'est un petit peu la phase d'après pour justement accélérer ton activité. Ouais. Euh, Tiens, j'ai une question qui me vient, c'était par rapport justement bah, à l'évolution du marché de la vidéo, de la technique, vu que tu es très calé aussi là-dedans. Euh, Qu'est-ce que toi tu penses du fait qu'aujourd'hui les caméras elles sont toujours plus puissantes, mais d'une certaine manière elles sont toujours plus simples aussi à utiliser, accessibles. Euh,
Est-ce que tu penses que la technique, ça reste un avantage compétitif aujourd'hui pour justement développer son activité de vidéo? Alors moi, par rapport à ça, j'ai un discours, un petit peu à contre-courant, justement de ce qu'on entend sur YouTube. Parce que, par exemple, moi j'ai créé un mouvement qui s'appelle la dissidence du log, en fait. C'est-à-dire que on entend partout sur, YouTube des gens qui disent: «Ouais, faut filmer en log, faut mettre des luttes, faut passer, des heures et des heures sur ton étalonnage». Et moi, personnellement, par exemple, filmer en log, j'ai essayé et ça m'a déplu, tu vois? Je dis: «Putain, mais c'est quoi ce truc?» En fait, je trouve que c'est complexe à maîtriser et surtout, moi, en gros, enfin, je vais pas rentrer dans les détails techniques ici, mais je filme dans un profil intermédiaire, quoi, un profil ciné-like, sur mon boîtier Lumix, qui me permet d'avoir une image qui est pas trop contrastée, pas trop saturée, donc je peux avoir, en gros, pas mal de marge de manœuvre en post-prod si je veux la retoucher, mais surtout, mon image, elle est déjà exploitable telle quelle. Et en fait, c'est ça ma vision. C'est-à-dire que moi, la vision de la technique, déjà, c'est le pragmatisme, de passer le moins de temps possible sur la technique, mais par contre, de maîtriser les choses fondamentales, bah, qui sont notamment l'exposition, le cadrage, la réalisation. Donc déjà, c'est arrêter de passer des heures et des heures sur des choses qui, pour moi, n'ont pas d'impact sur le résultat de ta vidéo. Et justement, ce que tu disais par rapport aux caméras qui sont de plus en plus intelligentes, et à l'intelligence artificielle aussi, on peut rajouter ça à l'équation. Bah, en fait, moi, c'est de me dire, aujourd'hui, je vais faire en sorte d'avoir un rendu technique qui est propre, tu vois, qui est irréprochable. Effectivement, tu vois, ça reste fondamental parce qu'un vidéaste qui va faire une image dégueulasse, tu vois, c'est quand même quelque chose qui va lui mettre des bâtons dans les roues s'il veut développer son activité. Donc, il faut quand même savoir, bah, voilà, créer une image premium, tu vois. Mais au-delà de ça, ça n'est plus un avantage concurrentiel pour moi, juste la technique, bah, parce que justement, l'IA et les smartphones notamment bah, permettent aujourd'hui de faire des images de pro. Donc, bah, il faut vraiment développer cette notion ok, de vision d'ensemble, de qu'est-ce que je raconte dans ma vidéo. Tu sais, on travaille ensemble justement dans l'accélérateur sur des formats de publicité ugly. Donc, c'est volontairement faire des pubs qui sont, qui sont un peu moches, tu vois. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que en fait, on est dans là, on est dans de la stratégie. On n'est pas juste dans je fais tout le temps des belles images et ça va me générer des résultats. C'est plutôt OK, à qui je m'adresse, quel doit être le média, quel doit être le message. Et donc, c'est ça en fait qu'il faut avoir. C'est le storytelling et surtout la stratégie, la vision. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui ne peut pas être remplacé par l'IA parce que même nous, en tant qu'être humain, on se rend compte que parfois on teste des choses et ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas de recette magique qui fait que tu vas demander à une IA de faire un storytelling qui fonctionne et que ça va fonctionner, tu vois. Donc moi, c'est vraiment là-dessus qu'on se différencie. Ouais, c'est vraiment un avantage lié à la ligne éditoriale et le côté justement stratégique qui va faire que tout ça un petit peu combiné de la bonne manière va amener des résultats à ton client. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais. C'est des choses, d'ailleurs, on apprécie aussi aborder ces sujets dans l'accélérateur, même en dehors, sur le fait que souvent, on va essayer de se dire que on va placer de la qualité à gogo, en fait, à tous les endroits parce que c'est ce qu'on sait faire. Et la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde où c'est pas la qualité qui gagne tout le temps en fait. Et tu parlais des formats un peu ugly, alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu l'as très bien résumé, c'est que moi j'aime beaucoup dire que c'est le bon message à la bonne cible au bon endroit en fait. Si demain tu crées un spot qui est ultra qualitatif, tourné à la raid, une prod de malade et que tu viens diffuser ça au format 16 neuvième sur les réseaux sociaux, bah, malheureusement en fait t'es pas du tout aligné à ce qu'attendent les consommateurs. Donc en fait, les gens vont juste scroller et passer leur chemin en fait. Pourtant, la prod, elle a pu coûter 20, 50K, même plus, mais en fait, les gens vont pas la consommer en fait. En revanche, cette même prod, bah, effectivement, si c'est pour le fait de faire de la publicité à la télévision ou de la télévision segmentée, bah, forcément, là, ça va avoir tout son sens. Donc c'est pour ça que le côté, comme tu dis très bien, stratégique et éditorial a tout son intérêt finalement avant de produire quoi que ce soit en fait. Ça doit être les fondamentaux et la base de réflexion. Du coup. Et tu veux rajouter peut-être quelque chose là-dessus? Ouais, donc en fait, moi, ça me fait penser à un truc. Justement, moi, quand j'accueille mes élèves dans le Triangle d'or des vidéastes, mon programme d'accompagnement, en fait, je leur demande en général au début de me poster une première vidéo, tu vois. Parce que je fais des analyses vidéo pour bah, pour leur faire mon retour, pour savoir sur quel point ils doivent en priorité s'améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, je vois que eux, ils s'attendent à ce que je leur dise, ouais, à 35 secondes, là, ton plan, il est peut-être légèrement bleuté. À 55 secondes, la transition, elle est peut-être un peu rapide, machin. Ils s'attendent vraiment à des retours techniques. Et en fait,
Mais moi, pas du tout, tu vois. Enfin, évidemment, je leur fais des retours sur la technique, parce que ça, c'est une base. Mais surtout, moi, je me concentre sur, OK, ta vidéo, si je la regarde en tant que spectateur, qu'est-ce que je vais ressentir, tu vois? Est-ce que ça va me captiver? Et dans la plupart des cas, soit il n'y a pas du tout de storytelling, c'est-à-dire que c'est juste des plans qui s'enchaînent, encore une fois, avec de la musique. Soit c'est des espèces d'interviews, mais qui sont pas du tout naturelles. Les personnes, tu sens qu'elles ont appris un texte par cœur, mais c'est mal récité. Et en fait, moi, c'est. Et à chaque fois, ils me font ce retour, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que. Oh putain, mais en fait, là, je m'attendais pas du tout à ça, Théo, mais ça paraît tellement évident ce que tu me dis. Bah ouais, en fait, parce que nous, en fait, on reste des êtres humains et on s'adresse à des êtres humains. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le monde, il évolue en permanence. Et par exemple, aujourd'hui, bah, les gens sont assez sceptiques face aux pubs. Donc, du coup, si tu veux faire de la pub aujourd'hui, il faut que tu rajoutes une dimension plus authentique pour que le message passe mieux. Et au-delà de la pub, en fait, n'importe quel type de contenu, les gens en ont marre un peu du bullshit ou des trucs trop formatés. Donc moi, c'est aussi ça mon rôle avec mes élèves, de dire, OK, là, tu vas en fait mettre en place un truc qui va faire que ton message, il est hyper fluide, on va être captivé, et ça passe pas ça par des techniques, les trois astuces magiques pour rendre ta vidéo captivante, tu vois, c'est pas de la technique, c'est vraiment de l'humain et du sur-mesure. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime développer avec mes élèves, quoi. Trop bien, ouais, ouais, je comprends totalement, c'est hyper intéressant. C'est vraiment ce côté où finalement, dans un monde où l'intelligence artificielle et les robots prennent toujours plus de place, bah, redonner aussi de l'humain, mine de rien, au sein de tous ces contenus et de... ouais, ouais, je comprends totalement. Bah, d'ailleurs, peut-être que par rapport à ça, tu aurais pour finir un dernier conseil que tu pourrais partager, je sais pas, à un vidéaste qui voudrait signer ses premiers contrats. Est-ce que tu as un conseil ultime à lui partager, justement? Yes, bah en fait, pour moi, c'est surtout une question de mindset. On en discute d'ailleurs souvent ensemble. C'est-à-dire que je vois souvent des personnes qui sont en mode ouais Théo, ah là j'ai pas de clients, il faut que je signe, tu vois, il faut que je signe des contrats. Et du coup, ils se mettent à agir dans l'urgence en permanence. Donc dès qu'ils vont avoir une opportunité, tu sens dans leur interaction, moi ils m'envoient leur message d'interaction ou même ils enregistrent les appels et tu sens qu'ils sont en mode needy, tu vois, j'ai absolument besoin de signer. Donc ils mettent un peu la pression, puis ils sont pas vraiment à l'aise. Donc moi mon conseil c'est déjà de se calmer un peu, tu vois, de redescendre, de respirer et surtout de se dire que bah, qu'est-ce qui va me permettre de signer mes premiers contrats? C'est vraiment d'avoir une méthode pragmatique. Chaque jour, je vais avancer, chaque jour, je vais mettre des actions en place bah, pour arriver à cet objectif de signer un contrat. Mais pour moi, ça passe déjà par renforcer mon niveau technique, renforcer mon niveau en storytelling. Tu vois, moi, j'ai plein d'élèves qui m'ont fait ce retour, qui m'ont dit, ouais, au début, j'étais vraiment focus que sur le business, faire des rentrées d'argent. Et en fait, après, j'ai compris ton message, Théo. Donc, j'ai bossé effectivement sur ma technique, sur mon storytelling. J'avais un portfolio de vidéos que j'ai pu publier. Les gens m'ont fait des retours dessus. Je me suis senti à l'aise. Et en fait, naturellement, dans ma posture, bah, du coup, j'ai gagné en confiance en moi. Et en fait, ça m'a généré des opportunités, tu vois, mais sans que j'aille le chercher. Donc, c'est ça un peu le truc contre-intuitif. C'est que si tu démarres de zéro et que tu sais, t'es pas à l'aise encore avec ton matos, et que tu n'as pas encore fait de vidéo qui a généré des réactions, bah en fait, ne cherche pas tout de suite à signer des clients, tu vois. Pour moi, c'est en gros redescendre, faire un pas en arrière pour ensuite faire deux pas en avant. Ça serait ça le conseil. Ok, hyper smart, effectivement, travailler sur l'état d'esprit, finalement venir tuer en quelque sorte ce syndrome de l'imposteur, hein, on peut l'appeler comme ça, mais qui fait qu'on n'est pas prêt à se lancer d'un point de vue commercial et petit à petit avancer dans la bonne direction. Bah écoute, en tout cas, merci Théo d'avoir pris le temps. C'était hyper cool de te recevoir sur cette chaîne YouTube. Si jamais on mettra le lien justement en dessous de ce que tu fais, de ta chaîne YouTube, de ton programme d'accompagnement pour les personnes qui veulent aussi se former peut-être bah, gratuitement sur la chaîne YouTube et puis avec ton programme aussi d'accompagnement si elles veulent regarder un petit peu ce que tu fais. Et puis moi, je te dis à très vite dans les coachings aussi vu qu'on a pas mal de taf à faire ensemble là prochainement. Yes, carrément. Bah, merci Marc pour l'invitation et puis bah, à très vite. Allez, ciao!